Hop. Ok, donc bonjour à tous. Donc on va reprendre ce cours d'optique géométrique. Juste avant ça, je voulais vous faire une petite annonce que vous avez peut-être déjà vue sur votre emploi du temps, mais le prochain cours en fait d'optique géométrique donc sera pas la semaine prochaine. J'ai dû le décaler. Du coup, je l'ai décalé dans 3 semaines parce que c'est pas sûr non plus que je puisse faire le cours dans 2 semaines. Parce que je vais devoir, je pense, décaler aussi. En fait, c'est un problème d'enseignement qui se chevauche et j'ai des travaux pratiques en même temps. Donc, il est possible en fait que le prochain cours d'optique géométrique ne soit que dans 3 semaines. Ok, bon, de toute façon, je vous ferai un message à tous pour vous rappeler ça. Ok, est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur la partie qu'on a vue la semaine dernière? Non? Pas de questions brûlantes à traiter? Ok, bon, bah, s'il n'y a pas de questions, du coup, on va reprendre ces lois de Descartes où on les avait laissées, c'est-à-dire sur cette troisième loi de Descartes qu'on appelle la loi de la réfraction. Donc, cette loi de la réfraction, hein, c'est une loi qui va lier. Alors, je vais peut-être prendre un pointeur. Ah, s'il veut bien. Non. Ah, ça y est. Euh, hop. Donc, cette loi de la réfraction, elle va lier en fait le faisceau qui arrive sur l'interface à partir d'un milieu 1 et le faisceau qui va être réfracté à cette interface. Et en fait, elle va définir justement cet angle de réfraction, ou plutôt elle va donner une relation entre l'angle de réfraction ici et l'angle d'incidence en fonction de l'indice des deux milieux euh, à travers lequel doit passer le faisceau. Euh, donc, cette relation, hein, ça va être N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Quel est le problème ici? Comme je vous l'ai dit, donc les faisceaux lumineux cherchent à prendre le trajet le plus court pour aller d'un point à un autre. Et donc, du coup, ici, le problème est le même problème qu'un maître nageur qui se trouverait sur une plage et qui voudrait aller sauver quelqu'un qui serait en train de se noyer dans l'eau ici. Donc, le maître nageur doit courir sur la plage et puis ensuite nager une certaine distance dans l'eau. Et ben, s'il veut faire comme la lumière, eh ben, il va chercher à prendre le trajet le plus rapide pour aller d'un point à un autre. Sachant que ben, il va aller beaucoup plus vite quand il va courir sur le sable que quand il va nager dans l'eau. Donc tout le problème, ça va être de déterminer à quel point en fait il va rentrer dans l'eau. Est-ce qu'il va plutôt courir le moins possible sur le sable et nager le plus longtemps dans l'eau, ou au contraire courir le plus longtemps sur le sable et nager le moins longtemps dans l'eau, ou un trajet intermédiaire. Donc le problème est celui-là en fait. Alors on peut poser ça en fait en termes d'équations mathématiques, hein. C'est un problème relativement simple, c'est un problème d'optimisation en fait d'un trajet euh, à travers deux milieux qui vont avoir donc ici des indices différents. Indices différents, ça veut dire des vitesses de propagation pour la lumière différents. Ok, alors comment on pose le problème? Donc on va passer à travers une interface entre deux milieux N1 et N2. Hein, l'indice du milieu 1, c'est N1, l'indice du milieu 2, c'est N2. Et donc on va chercher à aller d'un point A dans le milieu 1 à un point B. Hein, on part d'un point A ici, et puis on va traverser le milieu 1, et puis aller jusqu'à un point B
dans le milieu 2. Donc, dans ce problème-là, hein, A et B sont fixés. Donc, si A et B sont fixés, ça veut dire que la distance entre A et l'interface, c'est-à-dire Y, est fixée. Hein, je l'appelle Y, cette distance entre A et l'interface. Donc, j'appelle H le point ici sur l'interface, hein, qui est donc la projection de A sur l'interface entre les deux milieux. Donc, A étant fixé, H est fixé et Y est fixé. Et puis, de même pour B, si j'appelle H' ce point-là, qui est la projection de B sur l'interface, eh bien, à ce moment-là, vous voyez que si B est fixé, à ce moment-là, H' est fixé, et la hauteur, ici, Y' est aussi fixée. OK, donc vous voyez que ces points A, H, H' et B sont fixés, en fait, dans ce problème. Qu'est-ce qui peut varier? C'est justement la position du point O. Est-ce que le point O, il se trouve ici? Ou est-ce qu'éventuellement, il pourrait se trouver là, avec un trajet qui serait différent, hein, qui serait finalement celui-là, que je mets en pointillé. Donc finalement, ce qui peut varier, hein, c'est effectivement la position ici du point O. Où est-ce qu'on va rentrer dans l'eau, par exemple, hein, si c'est le problème du maître nageur de tout à l'heure. Donc en fait, alors je vais noter en fait la distance de H à ce point O, hein, je vais la noter X. Et donc du coup, ce qui peut varier, c'est simplement cette distance X entre H et O. Donc c'est ça qu'on va chercher finalement à optimiser. Et pour ça, donc, il faut écrire quelques équations. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire comme équation? La première équation qu'on peut écrire, c'est celle qui est la définition de l'indice du milieu, finalement. Pour le milieu n, enfin pour le milieu 1, j'ai un indice n1, et la définition de l'indice du milieu, c'est que c'est le rapport entre la vitesse de propagation de la lumière dans le vide et la vitesse de propagation que j'appelle V1 ici, dans le milieu 1. Autrement dit, la vitesse dans le milieu 1, c'est juste le rapport entre la vitesse de propagation dans le vide et l'indice du milieu. Et puis, je peux écrire exactement la même chose pour le milieu 2. L'indice du milieu 2, c'est le rapport entre la vitesse de propagation dans le vide et la vitesse dans le milieu 2, V2. Et donc V2, c'est le rapport entre la vitesse de propagation dans le vide et cet indice N2. OK, les indices N1 et N2 sont fixés. Donc ça veut dire que les vitesses V1 et V2 sont fixées. D'accord? Ça, c'est des constantes de notre problème. OK, alors qu'est-ce qu'on cherche maintenant? On va aller regarder le temps, hein, parce ce qu'on cherche à optimiser, c'est le temps de parcours. Donc, on va regarder le temps pour aller de A à B. Alors, on peut décomposer ce temps en deux temps. D'abord, un temps dans le milieu 1, que je vais appeler T1. Donc, ça va correspondre à un parcours dans le milieu 1 à une vitesse V1. Donc, ce parcours dans le milieu 1 à une vitesse V1, ça va me donner un temps T1 qui est égal à AO, hein, puisque je passe par un point O. Alors, soit il se trouve ici, soit il se trouve là, soit il se trouve ailleurs, mais en tout cas, je vais passer par un point O. Donc ici, comme j'ai une vitesse constante dans le milieu 1, le temps pour aller de A à O, c'est T1, qui est égal à AO sur V1. Et puis d'autre part, je dois aller ensuite, une fois que je suis à O, il faut que j'aille à B. Donc je vais aller dans le milieu 2 de O à B. Et du coup, le temps T2 dans le milieu 2, ça va être OB divisé par la vitesse V2. Donc le temps de parcours total pour aller de A à B en passant par O, eh bien, c'est rien d'autre que la somme de ces deux temps, c'est-à-dire le temps dans le milieu 1, AO sur V1, plus le temps dans le milieu 2, OB sur V1. OK, alors qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Ce que je cherche à faire finalement, c'est à optimiser ce temps-là. Quel va être le temps le plus court? Donc ici, ce que je vais chercher à optimiser, c'est le temps, et je l'optimise par rapport à quoi? Je vais l'optimiser par rapport à la position de O ici. Hein, je cherche à quelle position O
je vais avoir un temps minimum pour parcourir le parcours pour aller de A à B en passant par O. Donc en fait, quand on a une fonction ici, le temps, qui est fonction de quoi? Ben, de la position justement de O, eh bien, pour trouver le minimum, donc un extrémum, eh bien, je vais regarder la dérivée du temps par rapport à la position de O, c'est-à-dire la dérivée du temps par rapport à x. Donc finalement, ce qu'il faut que je calcule, hein, je cherche le temps minimum pour aller de A à B, c'est-à-dire je vais me poser la question par quel point O je dois passer, ou autrement dit, quelle doit être la distance ici, x, c'est-à-dire la distance entre H et O. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dériver t par rapport à x. Donc si je dois dériver t par rapport à x, comme j'ai deux temps, t1 et t2, ben, il faut que la somme des dérivées de ces deux temps, enfin plutôt la dérivée de t par rapport à x, ça va être la somme de la dérivée de ces deux temps, et il faut que ça, ce soit égal à 0. Donc ça, je peux le réécrire. Le temps t1, j'ai donné l'expression ici, hein, c'est AO sur V1. Et puis le temps t2, c'est OB sur V2. Et V1 et V2, c'est des constantes, hein. Donc du coup, je peux les sortir de la dérivée. Et donc, ce qu'il va falloir que je dérive, ben, c'est simplement AO par rapport à x et OB par rapport à x. Et puis ensuite, il faut que la somme de tout ça soit égale à 0. OK, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'exprime AO par rapport à x. Hein, il faut que j'exprime ici AO, cette distance, par rapport à cette distance x. Pourquoi c'est égal à 0? Eh bien parce que ça doit être un extrémum. Hein, vous savez, quand vous avez une fonction d'une variable, donc ici la fonction c'est t, la variable c'est x, eh bien quand la dérivée d'une fonction par rapport à une variable est égale à 0, on passe par un extrémum de la fonction. D'accord? Donc c'est ça qu'on cherche ici en fait. Ben, c'est comme quand vous avez une fonction f de x, d'accord? Si vous cherchez quand est-ce que f de x est maximum ou minimum, donc est extrémum, passe par un extrémum, eh bien ce que vous allez chercher, c'est quand est-ce que f' de x, la dérivée de cette fonction, est égale à 0. D'accord? C'est ce qu'on fait ici en fait. D'accord? OK. Donc du coup, on calcule cette dérivée. Donc on va exprimer eh bien, ces deux quantités AO et OB par rapport à x, pour pouvoir les dériver ensuite. Alors, comment on exprime AO par rapport à x? Ben, vous voyez qu'on a un triangle rectangle ici. Ici, ça c'est l'hypoténuse. Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc c'est ça que je vais écrire. Le carré de AO va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire y au carré plus x au carré. Ou autrement dit, AO, c'est égal à la racine carrée de x2 plus y2. Alors, je vous rappelle que dans cette expression-là, hein, dans racine de x2 plus y2, y, hein, on l'a dit ici, c'est une constante. Puisqu'on a fixé le point A, la distance du point A à l'interface, elle ne va pas varier, elle. Hein, y ici, c'est une constante. Ce qui va varier, c'est le x. OK, donc ici, je vais dériver une fonction qui est une fonction de x de la forme racine de x2 plus une constante. Alors là, il faut connaître un petit peu ces dérivées. Donc c'est la dérivée de racine de u. Et la dérivée de racine de u, alors je peux vous réécrire là. Hein, si j'ai une fonction u, plutôt j'ai une fonction racine de u, la dérivée de racine de u, c'est 1 demi de u', donc u', la dérivée de u, sur racine de u. OK, donc j'ai ici un facteur 1 demi.
Et puis ensuite, ici, il faut que je dérive U', sachant que U, c'est x2 plus une constante. Donc, quand je dérive x2 plus une constante, la dérivée de la constante, c'est 0. La dérivée de x2, c'est simplement 2x. Donc, la dérivée de x2 plus une constante, ça me donne simplement 2x. Et puis ensuite, en dessous, j'ai simplement racine de u, donc racine de x2 plus la constante y2. Donc, vous voyez que dans cette dérivée, je vais pouvoir simplifier ici par le 2. Et donc, il va me rester simplement x sur racine de x2 plus y2. Voilà la dérivée de AO par rapport à x. OK, donc on va faire la même chose pour OB. Donc, on va exprimer OB. Alors, OB, donc vous voyez que c'est cette distance-là, de O à B. C'est de nouveau une hypoténuse d'un triangle rectangle qui se trouve ici. Le triangle rectangle, maintenant, c'est OH', H', B. Donc, ça va être la somme, donc le carré de OB, le carré de l'hypoténuse, ça va être la somme de Y' au carré, j'appelle cette distance-là Y', plus cette distance-là au carré, ça c'est OH'. Alors, OH', si je veux l'exprimer en fonction de x, vous voyez que ça va être H' moins H', O. Pardon, moins HO. OK? Donc, OH', vous voyez que c'est... Alors, si j'appelle HH', je l'appelle petit h. Donc, c'est H moins X. D'accord? Cette distance-là, c'est la distance ici entre H et H', moins la distance X ici. OK, donc c'est ça que je vais écrire. OB, donc ça va être le carré de OH', là. Donc, le carré de H moins X. Donc, j'écris ça. OB, c'est la racine carrée de H moins X au carré, plus Y' au carré, plus ce côté-là au carré. Alors, non, vous n'avez pas à apprendre les équations, mais simplement, c'est juste des équations que vous connaissez, en fait. Je veux dire que écrire que la somme, que le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des deux autres côtés, c'est quelque chose que vous devez connaître. Écrire que la dérivée, calculer la dérivée d'une fonction, c'est aussi quelque chose que vous devez connaître. Après, je ne vous demande pas de connaître cette démonstration par cœur, simplement, j'aimerais que vous suiviez la manière dont on peut le calculer, parce que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. OK, donc du coup, on repart de cette distance OB, là, et on va calculer donc du coup la dérivée de cette fonction-là. Donc, on calcule toujours la dérivée par rapport à x. On a une fonction qui est assez similaire à la précédente. Vous voyez, ce qui change ici, c'est qu'au lieu d'avoir x2, j'ai h moins x2 ici. Ici, y' au carré, c'est une constante. Et puis h, c'est aussi une constante. Donc, quand je vais dériver, j'ai de nouveau la dérivée d'une fonction racine de u. Donc, la dérivée de la fonction racine de u, c'est de nouveau 1 demi de u', la dérivée de u, sur racine de u. Donc ici, j'ai un facteur 1 demi. Je dérive ici cette fonction, h moins x au carré plus une constante. Par rapport à x, la dérivée de cette fonction, donc ça va être moins 2 fois h moins x. Moins 2 parce que h et x sont constants. Tout à fait. La dérivée de y, pardon, de h et y sont constants, oui, y'. La dérivée de y' qui est une constante, c'est 0. Et si vous faites la dérivée par rapport à x de la fonction x, h moins x, où h est une constante au carré, eh bien, ça fait moins 2
hein, à cause du moins qui est devant le x, moins 2 fois x, fois h moins x. Et donc, du coup, après, il me reste juste à diviser par la racine de h moins x au carré plus y' au carré. Donc ici, hop, les deux vont se simplifier de nouveau. Et j'ai ici donc moins h moins x divisé par racine de h moins x au carré plus y' au carré. Ok, donc vous voyez que maintenant, j'ai calculé en fait, ici pour ma dérivée de t par rapport à x, j'ai calculé les deux termes qui varient, hein, qui sont ces deux termes-là. Donc après, c'est ça que je vais utiliser. Donc la somme divisée par les vitesses. Ok, alors par contre, il faut que maintenant, je vais essayer d'exprimer ces fonctions-là en fonction des angles. Alors, ce qui va m'intéresser, hein, je vous rappelle que ce qu'on cherche à trouver finalement, c'est que, à démontrer, c'est que N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Ok, alors I1 c'est quoi? I1 c'est l'angle que fait AO avec ici la verticale à la surface, la normale à la surface. Donc l'angle I1 c'est cet angle-là. En fait, si vous regardez l'angle I1, on va le retrouver aussi ici. D'accord? Ici, on a un triangle rectangle. Donc, en fait, l'angle I1 qui est ici, c'est le même que l'angle I1 qui est ici. Si maintenant, je regarde le sinus de cet angle I1, donc le sinus de cet angle-là, eh bien, ça va être égal à quoi? Ça va être égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Ok, donc je peux écrire ça, hein, c'est le côté opposé, c'est-à-dire OH, sur l'hypoténuse OA, ou HO sur AO. D'accord? Alors, OH, c'est quoi? C'est simplement X. Sur l'hypoténuse AO, l'hypoténuse AO, hein, on l'a déjà écrit ici, c'est racine de x2 plus y. Donc, vous voyez que finalement, le sinus ici de l'angle I1, eh bien, c'est égal à x sur racine de x2 plus y2. Mais en fait, x sur racine de x2 plus y2, c'est ce qu'on a trouvé comme dérivée ici pour AO par rapport à x. Hein, vous voyez que c'est la même quantité. Donc finalement, le sinus de l'angle I1, c'est la même chose que la dérivée de AO par rapport à x. Ou autrement dit, la dérivée de AO par rapport à x est égale au sinus de l'angle I1. Et puis après, on peut faire la même chose pour l'angle I2. Hein, l'angle de réfraction, I2, c'est l'angle ici entre OB, le faisceau réfracté, et la normale à la surface. Non, AO est égal à moins OA. Et de même, HO est égal à moins OH. Hein. Donc ici, je l'ai écrit sous la forme OH sur OA. J'aurais pu l'écrire HO sur AO. OK? C'est des valeurs algébriques. Alors, si je fais pareil pour l'angle I2, hein, vous voyez que on retrouve l'angle I2 ici. Donc, le sinus de cet angle I2, c'est pareil, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, le côté opposé, c'est OH' sur l'hypoténuse OB. Donc OH', on l'a écrit tout à l'heure, hein, c'est H moins X sur l'hypoténuse OB, c'est racine, hein, c'est ce qu'on a écrit ici, hein, OB, c'est racine de H moins X au carré plus Y' au carré. Donc finalement, vous voyez qu'ici, on trouve pour le sinus de I2, H moins X sur racine de H moins X au carré plus Y' au carré. Et on peut remarquer que ça, eh bien, c'est au signe près la dérivée de OB par rapport à X. En fait, c'est moins
la dérivée de OB par rapport à x. OK, donc du coup, vous voyez que je vais pouvoir réécrire cette équation là où je cherchais le minimum. 1 sur V1 D2AO sur DX plus 1 sur V2 D2OB sur DX égale à 0. Je vais pouvoir le réécrire en fonction des sinus. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, je réécris donc cette équation, hein, dt sur dx est égal à 1 sur V1 D2AO sur DX plus 1 sur V2 D2OB sur DX. Je remplace les sinus. Ça me fait sinus de I1 sur V1. Alors attention, il y a un moins là, hein, un moins sinus de I2 sur V2. Mais du coup, V1 et V2, je vais pouvoir les remplacer par leur valeur N1 sur C et N2 sur C. Donc finalement, j'ai N1 sinus I1 sur C moins N2 sinus I2 sur C est égal à 0. Et ça implique quoi? Eh bien, vous voyez que je peux simplifier par C ici. Et finalement, N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Donc, j'ai démontré. Alors, vous pouvez expliquer pourquoi c'est moins 2 H moins X. Alors, OK. Non, mais oui, je vais le réexpliquer. En fait, ici, alors, on est ici, hein, donc on a cette fonction-là. Alors, je vais peut-être effacer. Je vais effacer ce que j'ai écrit là-haut, là. Ça. Pour le réécrire, si vous voulez. Hop. OK. Donc ici, ce qu'on a, c'est une fonction u qui est égale à h moins x au carré plus y' au carré. Et ce qu'on cherche, c'est u'. D'accord? Pour pouvoir écrire ensuite un demi de u' sur racine de u. Donc la dérivée de cette fonction u' par rapport à x, ben, vous voyez que la dérivée de y' par rapport à x, ça va faire 0. Et donc, il faut que je dérive cette fonction h moins x au carré. OK? Et la dérivée de cette fonction h moins x au carré, ben, c'est la dérivée d'une fonction v carré. Alors, donc ici, en fait, c'est la dérivée de ça. Si je pose v avec v égale h moins x, pardon, avec v égale h moins x, donc ici, j'ai la dérivée de la fonction v carré. La dérivée de la fonction v carré, hein, c'est 2 fois v' fois v. Donc si v c'est h moins x, v', c'est moins 1. Donc finalement, vous voyez que u', ça va être moins, d'accord, à cause du v' ici, moins 2 fois v, et v c'est h moins x. Donc moins 2 fois h moins x. OK? Alors, est-ce que c'est à savoir? Non, ce n'est pas à savoir dans le sens à apprendre par cœur, hein. Mais par contre, c'est à comprendre. C'est-à-dire, ici, il faut comprendre que ce qu'on cherche à optimiser, c'est effectivement ce temps de parcours pour aller d'un point à un autre, hein. On ne va pas chercher le trajet le plus court, mais on va chercher le trajet le plus rapide. Et donc, du coup, eh bien, c'est ça qui mène à cette relation. Donc là, pour le coup, qu'il faut savoir, c'est-à-dire N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez juste réexpliquer la dernière partie avant justement l'obtention de la formule? J'ai pas très bien compris quand on remplaçait le 1 sur, V1 par, Ouais. l'expression, s'il vous plaît. Alors, OK. Donc on repart d'ici, d sur dt, pardon, dt sur dx.
Hein, là, j'ai juste réécrit l'équation qu'on avait écrite ici. dt sur dx, c'est 1 sur V1, DAO sur dx, plus 1 sur V2, DOB sur dx. Ce qu'on vient de voir juste avant, c'est que DAO sur dx, c'était sinus I1, et que D moins DOB sur dx, c'était sinus I2. Donc, je remplace simplement dans cette expression-là. Donc, je vais avoir 1 sur V1 sinus I1 moins 1 sur V2 sinus I2. Mais 1 sur V1, alors peut-être c'est ici qu'il faudrait que je vous le marque, 1 sur V1, vous voyez que c'est égal à N1 sur C. De même, 1 sur V2, c'est égal à N2 sur C. Donc, je peux remplacer 1 sur V1 et 1 sur V2 par leur valeur, ici. Et donc, je vais avoir N1 sur C fois sinus I1 moins N2 sur C fois sinus I2. Et puis, comme je divise par C des deux côtés, hein, j'ai ici au dénominateur C, je vais pouvoir simplifier par C, puisque ici, c'est égal à 0. Hein. Je peux tout multiplier par C, ça va se simplifier. Et donc, je trouve simplement N1 sinus I1 moins N2 sinus I2 égale à 0, c'est-à-dire N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. D'accord, merci. D'accord. OK. Bon, voilà. En fait, le but de ça, hein, c'est juste de vous montrer que il y a des expressions que vous connaissiez déjà, hein, certainement, ces lois de Descartes. Elles ne sortent pas de n'importe où, hein, on peut les démontrer. Et vous voyez que les démonstrations ne sont pas si compliquées que ça. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, donc, le but, c'est que vous compreniez la démarche, d'accord, la démarche qu'on utilise, qui est une optimisation du temps de trajet. Après, on ne vous demandera pas de refaire littéralement cette démonstration. OK, donc maintenant, on a vu hein, les trois lois de Descartes, finalement. Je vous rappelle, la première loi, c'est que le faisceau incident, le faisceau réfracté et le faisceau réfléchi sont dans un même plan. La deuxième loi, c'est que l'angle d'incidence est égal à moins l'angle de réflexion, donc est égal à l'angle de réflexion au signe près, et que l'angle de réfraction et l'angle d'incidence sont liés par cette relation N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. OK, donc ça, par contre, c'est quelque chose que vous devez connaître, hein, ces trois lois. Alors, on va en voir maintenant quelques applications assez rapidement. Donc, une des premières applications, c'est ce qu'on appelle l'angle critique et la réflexion totale sur une surface. Ça vient directement de la loi de la réfraction. Alors, la loi de la réfraction, ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le produit donc, de N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Cette relation-là, en fait, si on a des angles qui sont suffisamment petits, eh bien, on va pouvoir écrire, donc si on a un angle qui est petit, on peut écrire que le sinus de cet angle, c'est à peu près égal à l'angle. Alors attention, il faut l'exprimer en radians. Hein. Donc ça, je vous laisse vérifier ça sur votre calculatrice. Exprimez un angle en radians relativement petit. Hein, prenez un angle qui soit inférieur à 10 degrés, on va dire. Et calculez le sinus. Donc tout ça en radians. Vous allez voir que l'angle en radians est quasiment égal au sinus. C'est vrai jusqu'à des angles qui vont faire 15 degrés à peu près. Donc du coup, ici, si c'est vrai, eh bien à ce moment-là, vous voyez que dans cette expression-là,
pour les petits angles, je peux écrire simplement n2 fois i2 est égal à n1 fois i1. Ce qui va simplifier l'équation, parce que c'est plus facile de manier des angles directement que des sinus d'angles, où en général, on comprend un peu moins ce qui se passe. Donc, je préfère raisonner ici sur des petits angles pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer. OK. Alors, si effectivement j'ai n2 i2 égale n1 i1, bah, ça veut dire que i2, c'est égal à n1 sur n2 i1. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer selon les valeurs des différents indices? On peut avoir deux cas, en fait. Il n'y a pas plus que deux cas. Il y a deux indices. Soit le premier indice est inférieur au deuxième, n1 est inférieur à n2, soit c'est l'inverse, le premier indice est supérieur au deuxième, n1 est supérieur à n2. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces deux cas? Ben, vous voyez que si n1 est inférieur à n2, à ce moment-là, n1 sur n2, c'est inférieur à 1, d'accord? Divisé par n2 des deux côtés. n1 sur n2, ça va être inférieur à 1. Et puis ensuite, vous multipliez par i1 des deux côtés. Donc ici, vous avez n1 i1 sur n2. n1 i1 sur n2, c'est i2, d'accord? Et de l'autre côté, vous multipliez 1 fois i1, donc c'est simplement i1. Donc ça veut dire que ici, vous voyez que quand n1 est inférieur à n2, on trouve que i2 est inférieur à i1. OK? Ça veut dire que vous voyez que la relation est inversée en fait. Si l'indice du premier milieu est inférieur à l'indice du deuxième milieu, à la traversée du dioptre, le faisceau va se rapprocher de la normale, puisque I2 va être inférieur à I1. Ok, c'est ce que je peux vous montrer sur le dessin ici. Vous avez donc le faisceau incident qui arrive ici avec un angle I1. Et le faisceau qui repart, si ici, ça c'est la direction de I1 que j'ai prolongé en pointillé, eh bien, vous voyez que I2 est inférieur à I1, ça veut dire que le faisceau, en fait, il se rapproche de la normale, de la perpendiculaire à la surface. OK? Alors, si on prend le cas inverse maintenant, ben, on va avoir l'inverse. C'est-à-dire, si maintenant c'est N1 qui est supérieur à N2, bon, ben, à ce moment-là, ça veut dire que N1 sur N2 est supérieur à 1. Je multiplie de nouveau par I1 des deux côtés. J'ai donc N1 I1 sur N2, c'est I2, est supérieur à I1 fois 1, c'est-à-dire I1. Autrement dit, c'est I2 qui devient supérieur à I1. OK, donc dans ce cas-là, si j'ai N1 qui est supérieur à N2, eh bien, quand je vais traverser la surface, le faisceau va s'écarter de la normale. OK, c'est ce que je peux vous montrer sur ce dessin-là. Vous voyez que vous avez un faisceau I1 qui arrive là. Si vous le prolongez, vous avez cette direction en pointillé. Le faisceau qui est réfracté fait un angle I2 qui est supérieur à I1, c'est-à-dire qu'il s'écarte de la normale, de la perpendiculaire à la surface. OK? Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête aussi. Quand vous passez d'un milieu avec un indice plus petit que le second milieu, le faisceau se rapproche de la normale. Quand vous passez d'un indice plus grand à un indice plus petit, le faisceau s'écarte de la normale. Monsieur, Oui. j'ai pas bien compris, j'ai pas bien compris, ce que vous venez d'expliquer. Alors, Le qu'est-ce que vous... Bah, les expressions et du coup après dans les dessins, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus compréhensible dans les dessins que dans les expressions, mais je suis pas sûre d'avoir vraiment compris ce qu'on voulait dire. Alors, l'expression, c'est celle-là. I2 est inférieur à I1 et I2 est supérieur à I1. C'est ça à quoi on arrive finalement. Si N1 est inférieur à N2, I2 est supérieur à I1. C'est bien ce que j'ai ici, sur le dessin. Vous voyez que I1, en fait, on le retrouve ici. C'est pour ça que je vous l'ai prolongé ici.
Donc simplement, ce que je dis, c'est que si N1 est inférieur à N2, à ce moment-là, vous voyez que I2, d'accord, qu'on trouve ici, I2 est inférieur à I1. Donc l'angle ici par rapport à la verticale, il est plus petit que l'angle I1 qu'on avait ici. D'accord. Et ici, on trouve le contraire. Vous voyez que l'angle I1, on le retrouve ici, hein. C'est l'angle entre le pointillé, là, puisque j'ai juste prolongé avec le pointillé. Donc, dans le cas contraire, eh bien, on a que si N1 est supérieur à N2, à ce moment-là, on s'écarte de la normale. I2 est plus grand que I1. D'accord. Donc en fait, c'est l'inverse à chaque fois. C'est ça, Après, en fonction de ce qu'on a. OK. exactement. Hein. Merci. C'est inversé entre les angles et les indices, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Monsieur, D'accord. Voilà. Oui. j'ai pas compris au début, au premier cas ou au deuxième, pareil. Pourquoi on avait inférieur ou supérieur à 1, puis on a remplacé par I1. Ici, là, Oui, en fait, j'ai juste multiplié par I1 des deux côtés. J'ai multiplié ça par I1 et j'ai multiplié ça par I1. Donc ici, de ce côté-là, j'ai N1 sur N2 fois I1. Et de ce côté-là, j'ai une fois I1. Ça fait I1. ok. Ok, merci. OK. Alors, si N1 est supérieur à N2, l'angle réfracté peut se confondre avec la normale. Alors, ce n'est pas tout à fait la normale, c'est le vecteur qui est perpendiculaire. Donc, ce n'est pas tout à fait ça, mais il va effectivement se passer quelque chose. Alors, prenons le premier cas. On a ici N1 qui est inférieur à N2. Donc, vous voyez que l'angle que fait I2, il est toujours plus petit. Alors, pour que... Donc ici, si j'augmente I1, effectivement, je vais toujours avoir un I2 qui est à l'intérieur, qui est inférieur à I1. D'accord? Puisque I1, ça est ça. Donc au pire, je vais avoir un I1 qui arrive ici avec un angle de pi sur 2, de 90 degrés. Hein, il arrive rasant ici à l'interface. Et ce que je sais, ben, c'est que I2, il va être inférieur à pi sur 2. Ça ne veut pas dire qu'il va être sur la normale. C'est juste qu'il va être inférieur à pi sur 2. C'est ce que je peux dire. Après, ça dépend des valeurs de I1 et I2, de N1 et N2. OK? Alors, ce que je peux dire, c'est que dans ce cas-là, j'aurai de toute façon, quel que soit I1, toujours un faisceau qui va être réfracté dans le milieu 2. Donc, j'aurai toujours un faisceau qui va passer dans le milieu 2, quel que soit l'angle d'incidence ici. Alors, ce n'est pas vrai pour le deuxième cas. Qu'est-ce qui se passe ici dans le deuxième cas? Vous voyez que l'angle I2 ici, il est plus grand que l'angle I1. Donc, on s'écarte de la normale. Si j'écarte ici I1, si je prends un angle I1 plus grand, eh bien, il y a un moment où, en fait, l'angle I2, eh bien, il va être égal à 90 degrés. C'est-à-dire que mon faisceau, eh bien, il ressort ici rasant. Alors, en fait, ça veut dire que j'ai plus de faisceau qui passe dans le milieu 2. Donc ici, il existe ce qu'on appelle un angle limite ou un angle critique pour lequel, eh bien, si ensuite mon angle, imaginez que j'ai un angle I1 qui soit encore plus grand, eh ben, mon faisceau, il ne peut pas aller plus loin dans le milieu 2. Donc, il va pas passer dans le milieu 2. Donc, il y a un angle à partir duquel je n'ai plus de faisceau qui passe dans le milieu 2. C'est ce qu'on appelle l'angle limite. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir simplement une réflexion totale. OK, je vous le réexplique ici Monsieur, pour vous donner des exemples. Oui, est-ce que vous pouvez remettre la diapo de tout à l'heure, s'il vous plaît? J'ai une question. oui. J'ai pas compris la dernière phrase quand vous avez écrit «Ceci est toujours valable même pour Ah, des grands pardon. angles», Oui, alors qu'en haut, on avait dit que la loi du coup est de N2 I2 égale N1 I1.
C'est que Ouais. pour des petits angles. Du coup, j'ai pas Oui. trop compris. Alors, en fait, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on regarde en fait cette relation-là en faisant une approximation qui est celle des petits angles. Ça vous permet de comprendre effectivement qu'on a ici, dans le cas où N1 est inférieur à N2, I2 qui est inférieur à I1. D'accord? Et dans le cas où N1 est supérieur à N2, que I2 est supérieur à I1. Néanmoins, comme la fonction sinus, en fait, c'est une fonction qui est toujours croissante entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire quand I1 varie de 0 à pi sur 2, eh bien, en fait, ces relations-là, elles vont être valables même si on remplace par le sinus. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ok, merci. OK? Donc, ça veut dire qu'elles sont toujours valables, en fait, quel que soit l'angle I1. Ce n'est pas valable que pour les petits angles. OK? OK. Alors, donc si on reprend ça, donc on va s'intéresser juste au cas où on a effectivement un angle critique. Donc, si le milieu 2 est moins réfringent, alors, donc cette notion de réfringence, hein, ça indique simplement la valeur de l'indice. Si on a un milieu qui est moins réfringent, ça veut dire que son indice est plus petit. D'accord? Ça, c'est équivalent à dire l'indice est plus petit. Oula, ça écrit pas très bien. Là, j'ai marqué indice. OK, ça veut dire que l'indice du milieu 2 est plus petit que l'indice du milieu 1. Donc, on le dit de la manière que le milieu 2 est moins réfringent que le milieu 1. D'accord? Donc, on peut le mettre sous la forme N2 est inférieur à N1 ou N1 est supérieur à N2. Dans ce cas-là, donc, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il existe un angle à partir duquel eh bien, le faisceau ne passe plus dans le milieu 2. Donc, si le faisceau ne passe plus dans le milieu 2, eh bien, il ne va subsister à l'interface que le faisceau qui est réfléchi. Lui, le faisceau, il est toujours réfléchi. D'accord? Ça ne change pas. Il y a toujours un faisceau réfléchi. Mais à partir d'un certain angle critique, eh bien, on n'aura plus de faisceau transmis à l'interface. OK, donc si on reprend le cas, hein, ici on a un faisceau. Alors attention, ici le faisceau il arrive du bas par rapport à tout à l'heure. Donc on a un faisceau qui arrive du bas d'un milieu 1 qui a un indice supérieur au milieu 2. Et donc vous voyez que le faisceau il s'écarte de la perpendiculaire. Et puis donc si vous écartez I1, il y a un moment où ce faisceau, il fait le faisceau qui devrait être transmis ici, il fait un angle de 90 degrés ici. Donc il ne passe plus dans le milieu 2. Autrement dit, tout le faisceau va être réfléchi ici. On n'a plus une partie qui est transmise, une partie qui est réfléchie. Tout le faisceau est réfléchi puisqu'il n'y a plus de partie transmise. La valeur pour laquelle ça arrive, c'est ce qu'on appelle l'angle critique. Okay? Si on a un angle qui est supérieur à cet angle critique, eh bien, tout sera réfléchi. On n'a plus rien qui est transmis dans le milieu 2. Donc, si N1 est supérieur à N2, l'angle réfracté peut se confondre avec, alors, ce n'est pas la normale, hein? L'angle, vous voyez ici, c'est pi sur 2. D'accord? Donc, c'est 90 degrés. Si ça se confond avec la normale, c'est 0 degré, puisqu'on prend toujours l'angle par rapport à la normale. Les angles sont toujours mesurés par rapport à la normale. OK? OK. Alors, on peut regarder quelle est cette valeur, justement, de l'angle critique. Hein? Alors, quand est-ce que cet angle critique il arrive? Il arrive quand I2, l'angle de réfraction, est égal à pi sur 2, finalement. Hein, puisqu'on doit toujours avoir I2, pour avoir un angle, pour avoir un faisceau transmis, on doit toujours avoir I2 inférieur à pi sur 2,
c'est-à-dire que le sinus de I2 doit être inférieur à 1. Et comme on a le sinus de I2, c'est N1 sur N2 sinus I1, donc ça d'après la loi de Descartes, eh bien ça veut dire qu'on doit avoir N1 sur N2 sinus I1 qui doit être inférieur à 1. D'accord? Puisque ça doit être inférieur à sinus de pi sur 2. Monsieur, Oui, ça veut dire que quand il y a l'angle critique, la Ouais. réfraction n'existe plus. exactement. Ok, d'accord. C'est ça. Merci. Et pour tous les angles qui vont être supérieurs à cet angle critique, eh bien c'est la même chose. Il n'y a plus de réfraction. Tout est transmis en fait. Tout est réfléchi. C'est pour ça qu'on appelle ça la réflexion totale. Ok, mais alors du coup, si j'ai N1 sur N2 sinus I1 qui doit être inférieur à 1, ou pour l'angle critique, en fait, je vais avoir N1 sur N2 sinus I1 égal à 1, eh bien, ça veut dire que sinus I1, ça va être égal à l'angle critique à N2 sur N1. Hein, j'inverse simplement cette relation-là. Autrement dit, la valeur de l'angle critique, I1, ou que j'appelle IC, ici, pour critique, eh bien, c'est la fonction inverse de sinus, hein, l'arc sinus, du rapport N2 sur N1. Ok, donc si vous connaissez les deux matériaux qui correspondent à votre surface, qui délimitent ces deux matériaux, eh bien, vous êtes capable à ce moment-là de calculer pour quelle valeur de l'angle I on atteint l'angle critique. Donc, on peut prendre différents exemples. Prenons par exemple ici qu'on passe d'un milieu qui est l'eau. D'accord? Donc, on a un faisceau qui sort de l'eau et qui va vers l'air. D'accord? C'est possible de faire ça, hein. Imaginez que vous ayez une cuve, vous avez un petit laser, vous faites rentrer votre laser dans l'eau et vous essayez de le faire ressortir dans l'air. Eh bien, il y a un moment où quand vous vous écartez de la verticale, il y a un moment où en fait, vous n'aurez plus de faisceau qui va sortir dans l'air. C'est à partir de l'angle critique. Cette valeur-là va être l'angle critique. Et si vous continuez à augmenter, vous n'aurez jamais de faisceau qui va sortir dans l'air. Tout va être renvoyé. On peut le calculer. Connaissant l'indice de l'eau, hein, c'est à peu près 1,3, 1,33. L'indice de l'air, c'est à peu près égal à 1. Eh bien, vous voyez que donc il faut calculer le rapport N2 sur N1. Donc, c'est N2, c'est égal à 1. N1, c'est 1,33. Donc, c'est 1 sur 1,33. 1 sur 1,33, en fait, c'est 0,75. Et donc, si vous calculez l'arc sinus de 0,75, eh bien, vous allez trouver 49 degrés. Autrement dit, ici, à partir d'un angle de 49 degrés, vous voyez que c'est un peu supérieur à 45 degrés, hein, quasiment 50 degrés, eh bien, à partir d'un angle de à peu près 50 degrés, eh bien, vous n'avez plus de faisceau qui est transmis. Alors, par rapport à ça, il existe une expérience que, si vous voulez amuser vos amis, vous pouvez faire. Si vous avez un petit laser, une expérience assez simple à faire, c'est vous prenez une bouteille, d'accord, vous la remplissez d'eau, ok, vous mettez de l'eau à l'intérieur partout, et puis ici, vous faites un petit trou dans votre bouteille, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez de l'eau, vous allez avoir un filet d'eau qui va couler ici. Ok? Si vous avez un laser, eh bien, vous envoyez le laser comme ça. Et puis, vous allez vous débrouiller ici pour que le laser il traverse juste dans le trou. Eh bien, il y a un moment où le laser, en fait, donc vous allez bouger votre laser de manière à faire changer un peu l'angle. Et il y a un moment, en fait, où le laser il va être conduit ici à travers le faisceau d'eau. Il ne va plus ressortir. Et donc, vous allez éclairer, en fait, tout l'intérieur de votre faisceau, de votre cascade. Et voilà, ça peut faire un effet assez amusant. Ok, un autre exemple.
si on prend du diamant, je vous l'avais dit, hein, l'indice du diamant, c'est très, très grand, hein, c'est 2,4, 2,42 exactement. L'angle critique, c'est nous qui le formons, ou il se forme progressivement après I1. Ben, alors, l'angle critique, il existe par lui-même, puisque l'indice du matériau, vous n'avez pas d'influence dessus. Ça dépend simplement du matériau que vous utilisez. Et après, effectivement, c'est vous qui allez pouvoir faire changer l'angle d'incidence jusqu'à atteindre l'angle critique. OK? Si je reprends pour le diamant, ici, vous voyez que le diamant, donc il a un indice de 2,4. Si vous faites 1 sur 2,4, vous allez trouver quelque chose qui est de l'ordre de à peu près 0,4. Arc sinus de 0,4, c'est 24 degrés. Exactement. Hein, on sait a priori, compte tenu des matériaux qu'on utilise, quelle est la valeur de l'angle critique. Et donc après, c'est si vous avez effectivement la possibilité de donner des angles d'incidence différents, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir atteindre l'angle critique en donnant une inclinaison différente à votre faisceau. Alors, par exemple ici, vous savez que les diamants sont taillés. Hein, on le voit ici sur l'image. Et en fait, ils sont taillés pas n'importe comment. Ils sont taillés avec un certain angle entre les faces. Eh bien, cet angle entre les faces, en général, on atteint un angle de 24 degrés, de manière à ce que, effectivement, une fois que la lumière rentre à l'intérieur du diamant, eh bien, elle reste piégée à l'intérieur en faisant des réflexions totales, c'est-à-dire en ne ressortant pas tout de suite, mais en faisant des réflexions totales à l'intérieur, ce qui fait scintiller le diamant. OK ? C'est la raison pour laquelle on taille les diamants de cette manière-là, de manière à ce qu'une fois que la lumière rentre à l'intérieur, eh bien, il y a une partie qui va être réfléchie totalement, ce qui va créer un effet de scintillement sur le diamant. Monsieur, Oui, j'ai juste pas compris le passage où on passe de N1 sur N2 sinus I1 inférieur à 1 à trouver que du coup l'angle critique c'est arc sin de N2 sur N1. donc à partir de là, Oui, voilà, c'est juste ça. en fait, alors ici j'ai mis inférieur, mais en fait l'angle critique, c'est celui pour lequel c'est égal. D'accord. Ah, D'accord ? oui. Hein ? Puisque à partir du moment où on atteint l'angle critique pour un angle où I2 va être exactement égal à pi sur 2. Donc si Ok. D'accord ? Oui, Ok. merci. Ok, alors ensuite, il y a, bon, ça c'était une application, vous voyez, en joaillerie, l'angle critique est unique, tout à fait, oui. Il dépend simplement du rapport d'indice entre les deux matériaux. Hein ? Alors, faites attention qu'il faut le rapport entre les deux matériaux. Autrement dit, si je reprends mon diamant là et que je le mets dans l'eau, et du coup, il ne va plus du tout scintiller pareil. Parce que je vais changer le rapport entre mes deux indices. Exactement. C'est une valeur à partir de laquelle il ne se réfracte plus. OK. Alors, il y a d'autres applications, hein, et notamment une des applications majeures qui est utilisée aujourd'hui, eh bien, c'est celle qui nous permet de communiquer là aujourd'hui. C'est celle qui a permis de développer Internet sur l'ensemble de la planète. C'est ce qu'on appelle les fibres optiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fibre optique ? Eh bien, une fibre optique, en fait, c'est composé d'un matériau à l'intérieur, alors qui est en général à base de silice, qui est ce qu'on appelle le cœur de la fibre.
qui a un certain indice, donc qu'on note en général NC, pour l'indice du cœur. Et puis autour, on a un autre indice, donc qui est indiqué en vert ici, qui est ce qu'on appelle la gaine. Et la propriété entre ces deux matériaux, c'est que, eh bien justement, l'indice du cœur est supérieur à l'indice de la gaine. Autrement dit, quand vous allez faire rentrer un faisceau lumineux à l'intérieur, à partir d'un certain angle, eh bien, vous allez avoir une réflexion totale sur la surface. Et si vous avez une réflexion totale ici sur la surface, enfin sur l'interface entre le cœur et la gaine, eh bien, ça va se reproduire à chaque réflexion ici à l'intérieur. Autrement dit, vous allez pouvoir conduire la lumière sans perte sur des très longs parcours. Et donc, c'est ça qui permet de faire des télécommunications sur des grandes distances avec des débits importants. Voilà, c'est grâce à ça notamment qu'on peut faire passer de l'information sur l'ensemble de la planète. Vous avez ici un schéma où vous avez toutes les lignes transatlantiques et toutes les lignes en fait qui sont autour du globe à partir de fibres optiques qui permettent de conduire tous les signaux pour Internet à travers toute la planète. C'est grâce à cette propriété des ondes électromagnétiques de réflexion totale quand on a un indice d'un matériau qui est supérieur à l'autre indice. Ok, ça sert aussi à d'autres choses. En fait, à partir de là, on peut conduire la lumière, vous l'aurez compris, sur des grandes distances. Alors du coup, on peut conduire la lumière éventuellement dans un sens et dans un autre. Et donc, c'est utilisé notamment en endoscopie. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des fibres optiques qui permettent, donc qui sont des choses qui sont toutes petites. Vous voyez les tailles ici, la fibre, le total de la fibre, vous avez un cœur qui fait 10 micromètres, une gaine autour qui fait une centaine de micromètres, et puis ensuite, en général, une protection qui fait à peu près 200 micromètres. Donc, c'est tout petit, c'est un quart de millimètre, et donc ça, vous allez pouvoir le rentrer à l'intérieur du corps humain, par exemple. J'ai une question. Le côté protection, il protège le rayon. C'est-à-dire, je ne comprends pas la question. Pour pas que ça casse. Ah, non, alors, la fibre optique, en fait, c'est un matériau donc, qui est tout petit et du coup qui va être souple. Alors, voilà, c'est des matériaux particuliers qui composent le cœur et la gaine. C'est des matériaux souples, qui sont des matériaux de type plastique, en fait. Comment c'est mis dans le réseau sous-marin? Simplement, c'est ce type de câbles qui sont tressés ensemble pour former en fait ce qu'on appelle des bundles de fibres optiques. Et eh bien, c'est accroché sur des bateaux, c'est tiré, et en fait, ça se pose au fond de la mer, simplement. C'est des gros câbles qui sont, alors, en plus d'être mis avec des bundles de fibres optiques, c'est protégé à l'extérieur pour éviter que ce soit bouffé par les requins ou que ça subisse trop de dommages. C'est quoi le rôle de la protection? Justement, de protéger ces matériaux qui constituent le cœur et la gaine, qui sont éventuellement fragiles, quoi. Monsieur, Non, ça n'intervient pas dans la lumière. Oui, je vous en prie. juste, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'on entendait par cœur? Je veux dire, j'ai pas Oui, compris. le cœur, c'est là où se propage le faisceau lumineux, en fait. D'accord? Le faisceau lumineux, il va être conduit ici, à l'intérieur du cœur. La gaine autour, elle sert à réfléchir, en fait, ce faisceau lumineux. Et puis ensuite, vous avez la protection qui protège l'ensemble des deux. D'accord, OK, merci. Alors,
Non, et idéalement, effectivement, si on a une réflexion totale, donc il n'y a plus rien qui est perdu à l'extérieur, donc on devrait avoir 100% de la lumière qui est transmise. OK? Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, on a toujours des pertes quand on a des réflexions comme ça, même si elles sont faibles. Et donc, en fait, au bout d'un certain temps, eh bien, on va perdre du signal. Donc, en fait, alors en général, c'est tous les 2-3 km, ça dépend des fibres. Mais on va devoir réamplifier le signal. Donc, il existe des méthodes de réamplification en réinjectant en fait du signal à l'intérieur. On peut réamplifier le signal de manière à ce qu'il soit comme ça conduit sur des très longues distances. Hein, donc, ce n'est effectivement pas un seul câble qui fait le tour du monde, c'est des associations de câbles qui permettent effectivement les transmettre comme ça tout autour de la planète. Question, mais ça tient au niveau des dorsales, ben, a priori, hein. Ou sinon, vous avez une coupure Internet si ça ne tient pas. Il y a des systèmes de protection thermique. Alors, il y a des systèmes de protection mécanique, effectivement. Il y a des systèmes de protection voilà, à cause de la pression aussi, parce qu'il y a une pression importante qui se fait au fond de la mer. Et il y a effectivement, éventuellement, une protection thermique qu'il y a autour. Hein. Donc, la protection qu'il y a autour, là, c'est effectivement une protection contre les effets extérieurs qui pourraient venir intervenir. Juste pour finir sur l'endoscopie, hein, qui est une application très très importante et qui est en plein développement en fait actuellement, hein, qui permet notamment de faire des opérations à distance. Ça consiste donc du coup à, d'un côté, envoyer un faisceau lumineux de manière à aller éclairer l'intérieur du corps, et de l'autre côté, avoir une deuxième fibre qui va être muni d'un système de lentilles pour récupérer la lumière et en faire une image. OK? Donc ça permet effectivement d'aller imager directement ce qu'il y a à l'intérieur du corps humain sans avoir besoin d'ouvrir. Monsieur, Oui. comment ça se passe quand justement on fait une opération? Je veux dire, on utilise ça, mais pour récupérer aussi des choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Juste pas Alors, pour regarder, pas que oui, pour alors, regarder. après ça, c'est des instruments, on voulait dire, pour aller découper des choses, récupérer des choses, etc. Ça, c'est d'autres systèmes mécaniques, en fait. D'accord. D'accord? Donc, effectivement, après, il faut avoir la possibilité d'avoir un système mécanique qui va aussi à l'endroit où il faut éventuellement intervenir. Mais grâce à la fibre optique, on peut, sans avoir besoin d'ouvrir, aller voir déjà ce qui se passe à l'endroit où il peut y avoir un problème. Après, des fois, c'est effectivement pas possible d'intervenir sans avoir à ouvrir, quoi. Hein. Ça dépend ce que c'est. Mais alors, comme avec ces fibres-là, on peut aussi conduire, par exemple, des lasers. Imaginez qu'à un endroit, vous ayez des caillots, ou vous pouvez tirer un laser pour aller détruire ce qui obstrue, par exemple. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça que je parlais justement. Ouais. OK, merci. OK, donc voilà, ça c'était quelques applications donc, de cette propriété, donc de la réflexion totale. Juste que je fasse attention à l'heure. Donc il nous reste, on finit à 11h15, hein, il doit nous rester 20 minutes. Alors, j'aimerais arriver à finir donc, sur ces lois de Descartes aujourd'hui. Alors, maintenant, on va voir un autre. C'était quoi l'image bleue en bas à gauche? L'image bleue en bas à gauche, justement, ça, c'est ce qu'on appelle un bundle de fibres optiques. Hein. C'est-à-dire que chacun des points lumineux que vous voyez ici, hein, ça correspond à une fibre optique, en fait. OK? Et on peut en mettre comme ça un nombre très important. OK. Alors, ensuite, quelque chose qui a aussi eu une grande importance dans les développements, c'est
justement, ce phénomène de réfraction permet de créer des systèmes qui permettent de décomposer la lumière et du coup qui vont permettre de faire ce qu'on appelle derrière de la spectroscopie. Donc c'est notamment le prisme. Au départ, ça a été on va dire découvert, cette propriété-là. Alors, c'est découvert, en fait, c'est connu depuis l'Antiquité, hein, que quand on a effectivement un coin de verre, eh bien, on peut séparer la lumière dans ses différentes couleurs grâce à ce coin de verre. Un coin de verre, donc c'est ce qu'on appelle un prisme aussi. Donc, c'est simplement un milieu transparent ici qui va être délimité par deux plans. Donc, en général, on prend du verre, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être un plastique transparent. Voilà. Et c'est simplement défini par son angle au sommet ici. D'accord? On a deux côtés ici, et ces deux côtés eh bien, font un certain angle qu'on appelle l'angle au sommet, c'est l'angle A. Alors, ce qu'on regarde en fait, c'est comment varie l'angle de déviation du faisceau. Donc, vous envoyez un faisceau qui a un certain angle I d'incidence par rapport à la perpendiculaire ici à la première face. Et ce qu'on regarde, c'est comment ce faisceau est dévié à la traversée des deux interfaces. Donc, il va y avoir deux déviations successives. Hein. Ici, donc, au point 2 que j'ai indiqué ici, donc on va passer de l'air au vert. Et puis ensuite, ici, le faisceau, il est à l'intérieur du vert. Il arrive au point 3. Et à ce moment-là, on va passer ici du vert à l'air. Et donc, on va avoir deux déviations successives. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est cette déviation totale du faisceau. Donc, on va avoir une relation, en fait, qu'on peut montrer directement entre l'angle au sommet, l'indice du matériau et la déviation totale. Alors, pour vous montrer ça, je vais faire de nouveau une approximation qui est l'approximation des petits angles, parce que c'est plus facile à démontrer dans cette approximation-là, mais c'est valable aussi pour des angles plus importants. OK, la première chose qu'on peut écrire, c'est la relation en fait entre les angles ici dans un triangle 1, 2, 3. D'accord? La relation entre l'angle A et puis ces angles-là. Ici, en fait, on va avoir que l'angle A plus l'angle du triangle ici au point 2, plus l'angle du triangle au point 3, la somme de ces trois angles à l'intérieur du triangle, eh bien, c'est égal à 180 degrés. Maintenant, si vous regardez l'angle ici en 2, eh bien, si vous avez la normale qui est ici, hein, la perpendiculaire qui est ici, vous avez ici un angle de pi sur 2, de 90 degrés, et l'angle R qui se trouve là. Donc, l'angle que j'ai dessiné en rouge ici, en fait, c'est pi sur 2 moins l'angle R. Et puis, de même en 3, cet angle-là, eh bien, c'est aussi pi sur 2 ici, moins l'angle R'. Donc, je peux écrire ça. Je peux écrire la somme des angles dans ce triangle 1, 2, 3. C'est pi sur 2 moins R, plus ça, plus pi sur 2 moins R'. Et la somme de tout ça, c'est égal à pi. Et donc, vous voyez que ici, j'ai pi sur 2 plus pi sur 2. Ça va se simplifier avec le pi qui est là. Et donc, j'ai simplement A qui est égal à R plus R'. Donc ça, c'est la première relation importante dans un prisme. C'est que effectivement, l'angle au sommet est égal à la somme des deux angles de réfraction et d'incidence à l'intérieur du prisme. Ensuite, si on veut calculer l'angle de déviation, eh bien, on va calculer, alors, je vais peut-être effacer un petit peu ici, on va calculer en fait les deux, on le fait en calculant les deux déviations successives de notre faisceau. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux déviations successives? Vous voyez que la première, donc j'ai un faisceau qui arrive comme ça. La première déviation que je pourrais appeler D1, c'est celle-là.
Et puis ensuite, j'ai le faisceau qui arrive comme ça. Donc, si je le prolonge, il continuerait ici. Et donc, la deuxième déviation, c'est D2. Donc, la déviation totale, hein, ici, D, ça va être la somme de D1 plus D2. Alors, qu'est-ce que c'est que ce premier angle D1? Ben, vous voyez qu'on retrouve ici l'angle I. Pardon. L'angle I ici, c'est l'angle entre la normale qui est là, et la direction de I qui est là. Donc, en fait, l'angle I, c'est tout ça. On le retrouve ici. Autrement dit, D1, vous voyez que c'est l'angle I moins l'angle R. Donc ça, je peux l'écrire. D, ça va être l'angle I moins l'angle R. Et puis, de l'autre côté, ici, si je regarde la déviation D2, bah, je retrouve l'angle... Alors, j'ai l'angle I' ici. Ici, j'ai la normale. Donc ici, je vais retrouver l'angle R'. Donc l'angle D2, c'est aussi égal à I' moins R'. Donc ça, je peux l'écrire. Donc je vais avoir finalement I moins R plus I' moins R'. Autrement dit, j'ai I plus, il manque un petit prime là, plus I' moins R plus R'. Ah, et le prime, il est passé ici. Donc il y a un R plus R'. Ok, mais je sais que R plus R', c'est égal à A. Donc finalement, l'angle de déviation, vous voyez que c'est I plus I' moins A. Hein, on a une relation entre D et A. Alors, comme d'autre part, on peut écrire que pour des petits angles, donc sinus I est à peu près égal à I, sinus I' est à peu près égal à I', et bien du coup, les relations sinus I égale N sinus R, qui est la relation de Descartes ici en 2, sinus I, si je suppose que ici j'ai N égale à 1, donc j'ai 1 fois sinus I, égale à, ici l'indice c'est N, je vais appeler N0, N fois sinus R, d'accord? Donc sinus I est égal à N fois sinus R, et de même ici, N sinus R' est égal à sinus I'. Hein? Donc sinus I' est égal à N sinus R'. Autrement dit, si je remplace par l'approximation des petits angles, j'ai I égale à N fois R et I' égale à N fois R'. Autrement dit, I plus I', c'est égal à N fois R plus R'. Hein? Si j'ajoute ces deux relations, j'ai I plus I' qui est égal à, je peux mettre le N en facteur, R plus R'. Et donc R plus R' comme c'est A, ben, je vais pouvoir remplacer I plus I' par simplement N fois A. Et donc si je reprends cette expression-là, eh bien je vais trouver que D, donc, qui est égal à I plus I' moins A, c'est égal à, je remplace I plus I' par N fois A, donc c'est égal à NA moins A. Autrement dit, c'est égal à N-1A. OK, donc ça veut dire que pour les petits angles, en fait, vous voyez qu'on a une relation directe entre l'angle de déviation ici et l'angle au sommet à travers l'indice du matériau. Hein? Donc, vous voyez que si on inverse cette expression-là, eh bien, on va pouvoir trouver que l'indice du matériau, c'est simplement 1 plus D sur A. OK, donc si on reste sur des petits angles, eh bien, du coup, on va trouver qu'on peut déterminer l'indice du matériau en déterminant simplement l'angle de déviation ici. En connaissant l'angle au sommet du prisme, eh bien, on peut déterminer cet indice. OK. Alors, en fait, on peut montrer que si on dépasse les petits angles et si on fait varier l'angle I de manière plus importante, en fait, l'angle D va varier et il va varier en passant par un minimum à un certain moment. Cette valeur du minimum, elle est justement pour I égale I'. Et donc, du coup, ben, si I égale I', d'après la relation qu'on avait au-dessus, là, ça veut dire que I va être égal à A plus D sur 2. Autrement dit, on va pouvoir en déduire, à partir de la mesure de cet angle minimum, eh bien, justement, l'indice du matériau,
1 plus D minimum sur 1. Et si on ne fait pas l'approximation des petits angles, il faut tenir compte des sinus. Et à ce moment-là, cette expression-là, en fait, l'expression exacte, c'est plutôt celle-là. C'est-à-dire que c'est sinus de A plus D sur 2 divisé par sinus A sur 2. Ok, je ne vous demande pas non plus de retenir ça par cœur. Simplement de comprendre que, à partir de la mesure de l'angle au sommet du prisme, ou connaissant l'angle au sommet du prisme, et en mesurant l'angle de déviation ici, on va pouvoir en déduire l'indice du matériau. Ou inversement, si je connais l'indice du matériau, que je connais A, je peux en déduire quel est l'angle de déviation ici. En faisant ce type d'étude et en prenant ici différentes couleurs à l'entrée, on va s'apercevoir qu'on a différents angles de déviation. Et donc, on peut mesurer comme ça la variation de l'indice du matériau en fonction de la couleur. En fait, ces prismes vont être utilisés grâce à cette propriété qui est que l'indice du matériau va dépendre de la longueur d'onde par une loi qui est de cette forme-là, c'est-à-dire que l'indice du matériau, ça va être quelque chose qui varie comme l'inverse du carré de la longueur d'onde, sous la forme n de lambda est égal à une constante plus b sur lambda 2. Autrement dit, à la sortie du prisme, on va avoir un angle de déviation qui va varier en fonction justement de l'indice ici, donc de la longueur d'onde, et donc on va pouvoir séparer les différentes couleurs. Donc on va séparer, si on a de la lumière blanche par exemple, de la lumière du soleil, on va pouvoir séparer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel grâce à ce prisme. Donc ça va permettre d'utiliser ce type de matériaux. Alors aujourd'hui, on ne travaille plus beaucoup avec des prismes, mais on va travailler avec des réseaux qui vont fonctionner, alors pas tout à fait sur le même principe, mais sur un principe assez similaire, qui permet de séparer les différentes couleurs. Ok, alors ensuite, on a effectivement l'arc-en-ciel. Ça, c'est un phénomène naturel qui provient du même phénomène que celui du prisme, en fait. Quand on est... vous avez déjà tous vu un arc-en-ciel. Quand vous voyez un arc-en-ciel, c'est qu'il pleut. Et même, vous pouvez même faire l'observation suivante, quand vous voyez un arc-en-ciel, c'est que vous voyez de la rideau de pluie devant vous et que le soleil est derrière vous. Vous ne pouvez pas voir un arc-en-ciel si vous regardez le soleil en face. Vous ne pouvez pas voir un arc-en-ciel si vous regardez à 90 degrés du soleil. Il faut forcément que le soleil soit derrière vous et que le rideau de pluie soit devant vous. Pourquoi? Parce que simplement, ce que vous observez, c'est un faisceau lumineux ici qui va rentrer à l'intérieur d'une goutte d'eau, qui va donc passer d'un indice de l'air, N0 égale 1, à un indice de l'eau, N égale 1,3 à peu près, et donc qui va subir une réfraction ici, à l'entrée dans la goutte d'eau. Cette réfraction, l'angle de réfraction va dépendre de la couleur, parce que l'indice dépend de la couleur. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une réflexion ici, et une deuxième réfraction qui va de nouveau séparer les différentes couleurs. Et ce que l'on observe, c'est justement cette séparation des couleurs à la sortie des gouttes d'eau. Donc, tous les faisceaux lumineux qui ont été séparés à l'intérieur des gouttes d'eau vont se séparer dans les différentes couleurs et vous donner ici un arc-en-ciel. Alors, vous voyez que l'arc-en-ciel, en fait, on ne voit qu'un arc, mais en réalité, cet arc-en-ciel, il continue et en fait, il fait simplement un cercle
ce cercle, ben, ça correspond justement à tout ce qui a pu se réfracter sur un cercle ici dans la goutte d'eau. Hein, on a un angle particulier qui va réfracter les gouttes d'eau, la lumière de manière plus intense sur une direction donnée. Et donc, du coup, eh bien, on va observer un arc-en-ciel. Alors, ben, il pourrait y avoir effectivement une seule goutte d'eau. Hein, si vous êtes dans un laboratoire et que vous arrivez à avoir une seule goutte d'eau, que vous éclairez cette goutte d'eau, eh bien, effectivement, vous pouvez observer un arc-en-ciel. Mais en général, ben, vous avez plutôt un rideau de pluie avec un certain nombre de gouttes d'eau qui sont présentes, finalement, dans le rideau de pluie. Et chacune des gouttes d'eau reflète la lumière. Et tout ça va s'ajouter, bien sûr, pour donner une image. OK. Alors, une dernière propriété sur cet indice optique, c'est loi de Descartes, cette réfraction à la surface de différents matériaux, d'indices différents. C'est l'explication des mirages. Hein, vous avez déjà tous vu ce type d'image, même si vous n'avez pas été dans le désert et que vous n'avez pas vu des oasis sous forme de mirages, comme dans Tintin, vous avez déjà vu sur la route l'été ce type de mirage, c'est-à-dire que vous avez l'impression que sur la route, il y a des espèces de flaques d'eau et qui reflètent la lumière pour former une image, vous voyez ici, d'une voiture. D'accord? Ce que vous voyez ici, c'est l'image de la voiture qui est sur la route. Et ben ça, c'est un phénomène de mirage, en fait. Vous voyez que c'est comme si vous aviez, pour voir cette image-là, la lumière qui est directement réfléchie sur la voiture. Vous la voyez en direct. Et puis ici, vous voyez comme s'il y avait une voiture qui était sur une autre surface qui se trouverait en dessous. Donc ça veut dire que le faisceau lumineux, il semble provenir d'une direction qui est celle-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ça va se passer si vous avez des couches d'air de différentes températures, et notamment si vous avez une couche d'air pour laquelle eh bien, la température au sol est très importante, et cette température décroît quand vous vous écartez de la surface. Qu'est-ce qui va se passer? L'indice d'un matériau va dépendre de sa densité. Hein, on l'a déjà vu, plus un matériau est dense, plus son indice est élevé. Hein, on a vu que pour l'air, c'était 1. Si vous allez dans l'eau, qui est plus dense que l'air, ça va être 1,3. Si vous allez dans le verre, qui est encore plus dense que l'eau, ça va être 1,5. OK. Si vous prenez de l'air et que vous changez sa température, eh bien, vous allez changer sa densité. Et plus l'air est froid, plus il va être dense. Autrement dit, vous allez avoir ici des couches d'air pour lesquelles vous allez avoir des indices. Si la couche d'air du haut, ici, elle est plus froide que celle du bas, vous allez avoir des indices qui vont varier, qui vont devenir de plus en plus petits au fur et à mesure que vous vous rapprochez du sol. OK, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Imaginez que vous ayez de la lumière ici qui arrive ici et qui est renvoyée par l'objet. Donc, il y a une partie de cette lumière qui revient vers vous directement. OK, ça, c'est l'image que vous voyez en direct. Et puis, il y a une partie de la lumière qui va être renvoyée, on va dire, vers le sol. Cette lumière qui est renvoyée vers le sol, qu'est-ce qui va se passer ici? Comme les couches d'air sont plus denses, eh bien, on va passer à un indice qui est plus élevé. Non, c'est le contraire. On passe par des couches qui sont moins denses, donc avec un indice qui va être plus petit, et donc on va s'écarter de la normale. Autrement dit, le faisceau, il va avoir tendance à être plus horizontal. De même, ici, si on sépare ici avec une deuxième réfraction, on va être encore plus horizontal, jusqu'à un moment ici où on va atteindre l'angle critique.
D'accord? Ici, par rapport à la normale, il y a un moment, on va atteindre l'angle critique. Et du coup, eh ben, là, on n'a plus de faisceau qui est transmis. On va avoir qu'un faisceau qui est réfracté, pardon, qui est réfléchi. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une réflexion totale. Et donc, du coup, ben, le faisceau, en fait, ici, va arriver à votre œil par réflexion totale. Et vous avez l'impression que le faisceau, il provient d'une direction qui est celle par où il arrive à l'œil. Donc ici, il y a encore un peu de réfraction qui se fait. Donc vous avez l'impression que vous avez un objet qui est ici en bas. OK. Donc voilà qui termine ce que je voulais vous raconter sur les lois de Descartes et ces problèmes donc de réflexion, réfraction et réflexion totale. OK. Donc la suite du cours, ce sera sur les systèmes optiques. Et donc, on verra ça. Alors, comme je vous le dis, je vous le confirmerai par mail. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, il n'y a pas de cours. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir conserver le cours dans 15 jours. Ou sinon, on se retrouve dans 3 semaines pour le prochain cours. OK? Au revoir, bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Au revoir, bonne journée. Je vous Au mettrai revoir, aussi à monsieur. disposition tous les documents, comme je l'ai fait pour le premier cours. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, vous aussi. Merci.